Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons parler de l'écrit de français du bac et en particulier de l'un des deux exercices qu'on peut choisir, le commentaire de texte. Le commentaire de texte littéraire, c'est vraiment l'exercice phare des études littéraires. C'est donc un exercice qui est difficile, qui est exigeant et qui demande un certain goût pour la littérature, une certaine culture, une certaine habitude de lecture, sans quoi on ne peut pas vraiment interpréter un texte. En effet, c'est pas vraiment un exercice purement scolaire. Il ne s'agit pas d'appliquer des méthodes toutes faites. Et c'est pour cette raison-là qu'il est un peu difficile de progresser et d'y voir clair sur cet exercice du commentaire de texte. Alors, avant de commencer à parler d'aspects peut-être un peu plus techniques, je voudrais réfléchir un peu avec vous à ce que c'est que de faire un commentaire de texte. En comparant les choses avec d'autres arts, il faut avoir à l'esprit que c'est un commentaire de texte littéraire. Ça veut dire qu'on essaye d'expliquer une œuvre d'art. Et si on comprend ça, en fait, on avance beaucoup plus efficacement dans sa compréhension de l'exercice. S'il s'agissait d'une peinture, d'une œuvre de musique, d'une œuvre de cinéma, par exemple, d'un film, eh bien, on saurait beaucoup plus facilement comprendre ce qu'il s'agit de faire quand on explique un texte. Faire un commentaire de texte, c'est essayer de l'interpréter, c'est-à-dire de rendre compte de manière précise de son originalité. Et cela signifie donc expliquer les effets produits par ce texte, les émotions, les réflexions, etc., sur un lecteur moyen. On va dire ça comme ça. Si on avait à expliquer une œuvre de peinture, par exemple, ou une chanson, ou une musique instrumentale, eh bien, on chercherait à faire comprendre les effets qu'elle produit sur un spectateur moyen. C'est-à-dire, c'est triste, c'est comique, ça fait rire, ça développe des idées politiques, des idées un peu philosophiques, une manière de voir la vie sur tel ou tel aspect, etc. Et on s'interrogerait pas trop sur le pourquoi du comment. Un commentaire de texte littéraire, c'est exactement la même chose, sauf que ça porte sur un texte. Voilà, sur un texte qui en général fait une trentaine de lignes à peu près. Ça dépend, si c'est du théâtre, de la poésie, ça peut varier un petit peu. Mais notre but, quand on fait un commentaire de texte, c'est d'essayer d'expliquer d'une manière un peu technique, savante, organisée, rationnelle, quels sont les effets produits par une œuvre littéraire, c'est-à-dire une œuvre d'art, sur les lecteurs en général. Ça signifie qu'il ne s'agit pas de mettre trop de soi non plus, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire « Ah ben moi j'aime bien, moi j'aime pas, ah moi ça me fait ça » ou je sais pas quoi, c'est pas tellement notre problème. Notre problème, c'est d'essayer de comprendre les effets que produit cette œuvre sur n'importe quel spectateur. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on ne peut pas donner de méthode toute faite, parce que il faut sentir un petit peu les choses. Et pour ça, eh bien, il faut avoir une certaine culture, il faut avoir l'habitude de lire, il faut avoir l'habitude d'avoir des activités artistiques, tout simplement, de ressentir des émotions face à des œuvres. Et il faut aussi comprendre un petit peu les autres. C'est-à-dire qu'il faut se demander, et souvent on le fait de manière spontanée, ce que ressentirait à peu près n'importe qui face à ce texte-là. Quelle interprétation il ferait de ce texte-là. Et donc, surtout pas partir dans n'importe quoi, dans un délire personnel à partir d'un texte, ce qu'on reproche parfois aux commentaires de texte. Donc si on le faisait pour une œuvre de musique, par exemple, pourquoi est-ce qu'une œuvre de musique est triste ? Eh bien, si elle n'est faite que d'instruments, de sons, et qu'il n'y a pas de paroles, eh bien, on chercherait des choses techniques aussi. Il y a des accords mineurs, il y a un tempo qui se ralentit à tel moment, etc. Si on commentait un tableau de peinture, une toile, une aquarelle, ce que vous voulez, on chercherait à étudier la composition. Il y a tel objet qui est devant, à l'arrière-plan on voit telle chose, les couleurs sont comme ci, les contours sont comme ça, etc., etc. Pour un commentaire de texte, eh bien, on va utiliser des techniques littéraires. Qu'est-ce que c'est des techniques littéraires ? Eh bien, c'est par exemple les genres littéraires, les formes littéraires, les tons, les tonalités, les registres, comme on dit parfois. Les genres, qu'est-ce que c'est ? En gros, ce sont les objets d'étude, par exemple, qu'on étudie tout au long de l'année, c'est-à-dire le roman, le récit, le théâtre, la littérature d'idées, ou encore la poésie. On peut ajouter à ça les types de textes, comme on dit, c'est-à-dire est-ce que c'est un récit, une narration, est-ce que c'est une description, est-ce que c'est une explication, est-ce que c'est une argumentation, ce genre de choses.
On peut ajouter encore les tonalités, comme je vous le disais avant, c'est-à-dire est-ce que c'est comique, est-ce que c'est ironique, satirique, parodique, lyrique, pathétique, tragique, épique, merveilleux, fantastique, polémique, didactique, ce genre de choses aussi. Ces notions, elles se mélangent, mais enfin, ce sont des notions littéraires. Et évidemment, il va falloir essayer de les justifier en s'appuyant sur des études de détail qui vont être très près de la phrase des textes, très près des mots du texte, c'est-à-dire la construction des phrases. Est-ce que c'est des phrases courtes? Est-ce que c'est des phrases très longues? Est-ce qu'il y a des connecteurs logiques? Est-ce qu'il y a là-dedans des figures de style? Et c'est en expliquant, en commentant l'intégralité du texte qu'on va pouvoir s'appuyer sur des aspects qui sont un peu techniques, ceux des études littéraires, pour expliquer, justifier son interprétation un peu globale du texte qu'on aura peut-être réussi à avoir par une forme d'instinct, ou en tout cas par une bonne lecture, ou en tout cas au pluriel de bonnes lectures au début des 4 heures du devoir, qui nous auront permis de bien comprendre l'ambiance dans laquelle ce texte nous met, le type d'émotion que vont ressentir les lecteurs de ce texte. Voilà comment on peut expliquer en gros quelle est la démarche du commentaire de texte. Alors bien sûr, tout ça, ça reste assez général. Mais enfin, c'est indispensable de comprendre la démarche qu'on poursuit quand on fait un commentaire de texte pour réussir à le faire d'une bonne façon. Et si on commence à entrer dans des aspects un peu techniques de l'exercice, sans comprendre cette démarche-là, alors on perd son temps. Et c'est évidemment pas ce qu'on cherche à faire quand on prépare les épreuves du bac. Ceci étant dit, on développe tout de suite donc 2 aspects, la méthode de préparation et de rédaction, et la manière dont on peut se préparer par objet d'étude aux commentaires de texte. Avant de développer ces 2 points-là, 2 petites remarques. La première, c'est que ces aspects sont un peu techniques, et je vous invite donc à vous reporter aux fiches de méthode et aux exercices proposés sur le site. Sur la page commentaires de texte, dans les méthodes, vous trouverez des exemples de commentaires rédigés, de manière dont on peut se préparer à partir d'un texte, et évidemment, écouter un épisode de podcast ne suffit pas, il faut se mettre un peu à sa table de travail pour regarder des exemples, et des exemples, dans ce cas-là, eh bien, c'est bien utile pour comprendre un petit peu comment il faut faire. Et puis la deuxième remarque, c'est une remarque pour vous rassurer un peu. Ça n'est pas la première année en réalité que vous faites des commentaires de texte. Quand on va à l'école depuis le CP ou depuis la maternelle, eh bien, on lit des textes depuis très longtemps quand on arrive en première. On en étudie en classe de français, et même dans d'autres cours d'ailleurs, depuis très longtemps. Et donc, interpréter un texte, essayer de comprendre ses effets, vous le faites depuis très longtemps. Et vous avez eu un grand nombre de professeurs qui vous ont accompagné depuis très longtemps dans cette démarche-là. Vous êtes donc beaucoup plus armé que vous le pensez pour vous attaquer à cet exercice-là. Vous savez ce que c'est que d'aborder un texte inconnu. Depuis la 6e, depuis même l'école primaire, vous le faites de manière presque quotidienne. Et c'est évidemment sur cette expérience-là qu'il faut d'abord vous appuyer avant de vous lancer dans tous les aspects peut-être un petit peu plus techniques de l'exercice de première. On peut passer maintenant à la manière dont on peut se préparer. Et puis ensuite, je vous dirai quelques mots sur la méthode pour préparer le texte, préparer sa rédaction, etc. Alors, comment se préparer? Eh bien, il faut travailler par objet d'étude. C'est comme ça que l'année de première est organisée. On peut le faire dans différents ordres. Évidemment, moi, je vous conseille une seule chose, c'est de suivre l'ordre qui a été celui et qui est celui cette année de votre professeur de français en classe de première. Il y a 4 objets d'étude, vous le savez, roman et récit, le théâtre, la poésie et la littérature d'idées. Le texte sur lequel vous allez tomber le jour du bac, il appartient à l'un de ces 4 objets d'étude, forcément. Et il est donc très efficace de raisonner en termes d'objets d'étude. Alors, quand on a un texte de roman, on peut pas avoir n'importe quoi. Quand on a un texte de théâtre, on peut pas avoir n'importe quoi non plus. Ou en tout cas, ce n'importe quoi, il entre dans un certain cadre. Et ce cadre-là, il faut le connaître. Et je vous invite évidemment à approfondir votre connaissance à partir de votre cours, de vos connaissances, celles que vous avez déjà, mais aussi bien sûr sur les conseils qu'on peut vous donner sur le site aufonddelaclasse.com. À l'écrit de français du bac, le texte qui est proposé pour le commentaire est un texte inconnu. Mais, comme je vous l'ai dit dans le
la partie précédente de l'épisode, ça ne signifie pas que tout soit inconnu et qu'on ne puisse pas se préparer, bien au contraire. Parce que, avant le texte, est indiqué l'objet d'étude auquel il appartient. Et un texte, c'est donc un texte qui appartient à l'objet d'étude roman, ou bien au théâtre, ou bien à la poésie, ou encore à la littérature d'idées. Et chaque candidat au bac qui veut prendre le commentaire de texte doit se préparer à ces différents objets d'étude. Et de cette façon-là, ce texte n'apparaîtra pas aussi inconnu qu'il y paraît au premier regard. Et j'ajouterais que ça ne signifie pas qu'il faut apprendre une tonne de choses sur ces objets d'études-là. Sur ces objets d'études, qui sont les genres littéraires les plus classiques, les plus ordinaires, finalement. Roman, théâtre, poésie, littérature d'idées, argumentation. Vous n'avez pas commencé à les voir en première. Vous savez beaucoup de choses sur tous ces éléments qui viennent de vos cours précédents, qui viennent de vos lectures, et qui viennent tout simplement de votre culture personnelle, du bon sens. Je vous indique tout de suite quelques éléments, et vous allez voir qu'on n'ajoute pas tellement de choses par rapport à ce que vous savez déjà. Alors commençons tout de suite avec le genre du roman. Si vous avez à commenter un texte qui appartient à un roman ou à un récit, eh bien demandez-vous d'abord quel est l'effet global qui est recherché chez le lecteur. Est-ce que son but est de faire plaisir ? Et de quel type de plaisir il est question ? Est-ce que c'est celui de l'évasion, par exemple ? Est-ce que c'est de l'émotion ? Est-ce qu'il s'agit de faire rire, de faire pleurer, ou en tout cas de créer une forme d'empathie chez le lecteur ? Est-ce qu'il s'agit de l'instruire ? De lui faire passer une idée, de le faire réfléchir? Est-ce qu'on veut rendre le lecteur meilleur en lui donnant une forme de leçon qui lui permette d'être quelqu'un de plus moral une fois qu'il aura lu cet extrait-là? Se poser cette question-là d'une manière assez générale pour commencer. Et puis ensuite, évidemment, il y a beaucoup de choses que vous connaissez sur ce genre du roman ou du récit. Il faut s'interroger sur les personnages. Dans un récit, en général, il y a des personnages. Ces personnages, ils ont un nom. Ils ont éventuellement, même dans un court extrait, des traits physiques, des traits sociaux, des traits psychologiques. Il faut essayer d'en faire une espèce de portrait dans ses notes, dans sa tête, pour bien comprendre à quel type de personnage on a affaire. Et bien sûr, autour de la notion de héros et d'héroïsme, il faut essayer de s'interroger sur le lien que le lecteur va avoir avec ses personnage. Est-ce qu'il s'agit d'un héros héroïque, pour le dire ainsi ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un modèle moral ? Est-ce que c'est un être parfait qui devrait être un modèle à suivre pour le lecteur, un modèle moral, par exemple ? Est-ce qu'il s'agit au contraire de quelqu'un de méchant ? Est-ce qu'on peut utiliser la notion de anti-héros pour l'un ou l'autre des personnages de cette scène-là? Est-ce que ces personnalités-là sont émouvantes, sont originales, sont surprenantes? Enfin, s'interroger d'une manière générale sur le lien que le lecteur entretient avec ces personnages. Est-ce que c'est un lien d'empathie, d'identification, de tendresse, de dégoût? Ça peut être évidemment beaucoup de choses. Ça, c'est pour les personnages. Ensuite, il y a l'action. En général, dans un passage de récit, eh bien, on passe d'une situation à une autre, sous l'effet d'une série d'événements, comme on l'apprend un petit peu à l'école primaire ou au collège, sous le terme de schéma narratif, schéma actantiel. Il y a une série d'actions qui fait passer d'une situation initiale à une situation finale. C'est évidemment vrai, bien souvent, dans un court extrait. Même en 30 lignes, on peut identifier la situation du début et la situation de la fin. Parfois, très peu de choses ont changé, parfois beaucoup de choses, et en tout cas, il faudra s'interroger sur cette évolution. En lien avec l'action, il faut aussi s'interroger sur le temps, sur l'ordre dans lequel les différents éléments de l'action sont agencés. Est-ce que c'est chronologique ? Est-ce qu'il y a des retours en arrière, des anticipations, au contraire, ce qu'on appelle des analepses ou des prolepses ? Est-ce que le récit est rapide ? Quelle est sa vitesse ? Est-ce qu'il y a une pause pour faire de la description, par exemple ? Est-ce qu'il s'agit d'une scène qu'on pourrait, par exemple, adapter facilement au cinéma ? Est-ce qu'il y a des ellipses ? Est-ce que dans cette scène-là, par exemple, dans l'extrait que vous avez, il se passe 2 ans ? Est-ce qu'on a une petite scène qui dure 2 minutes, approximativement, dans la réalité virtuelle du récit, et puis tout d'un coup, on passe à 2 ans après, ou bien à 30 ans après, que sais-je, évidemment, tout est possible, hein, mais en tout cas, il faut s'interroger sur l'ordre du récit et, disons, la vitesse du récit.
En lien avec le temps, eh bien, il y a la description. Parce que, bien sûr, dans un récit, il y a l'action. Peut-être que c'est le plus important. Mais dans beaucoup de textes, eh bien, il y a de la description. C'est-à-dire que non seulement on a des personnages qui agissent, mais ils agissent dans un certain lieu. Et ce lieu, il est bien souvent décrit. Ça peut occuper beaucoup de place dans un extrait ou ça peut occuper très peu de place. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas se dire que ça ne sert à rien, parce que c'est souvent ce qu'on dit de la description à tort, et au contraire s'interroger sur le rôle de cette description, sur la manière dont elle est organisée, sur ses fonctions. Est-ce qu'il s'agit de donner une illusion de la réalité, de faire du réalisme en quelque sorte? Est-ce que ça a un rôle dans l'action? Est-ce que cette description est esthétique, au contraire, et poétique, et là pour être belle? Il peut y avoir encore une fois beaucoup de réponses à cette question-là, mais en tout cas, il faut s'interroger sur le rôle de la description dans un extrait de roman. Et puis, un autre point, c'est celui du narrateur. Celui qui raconte une histoire, celui qui est le narrateur d'un récit, eh bien évidemment c'est un personnage important. Ça peut être un personnage de l'histoire, ou ça peut être quelqu'un d'extérieur qui n'intervient pas du tout, comme dans la plupart des romans réalistes, disons, quelque chose qui soit vraiment réduit à la voix qui raconte l'histoire. Mais évidemment, si ça n'est pas le cas, et si c'est un personnage qui est présent dans la fiction, qui joue un rôle, qui emploie donc la première personne, eh bien c'est quelque chose de bien différent pour l'expérience du lecteur. Donc, s'interroger sur le narrateur, savoir s'il donne une opinion, s'il interpelle le lecteur, même quelquefois, eh bien, c'est un point qui est très important et qui est lié à la notion de point de vue, sur laquelle je ne m'étends pas ici, mais omniscient, interne, externe. Le point de vue, c'est évidemment quelque chose, une notion sur laquelle on peut s'appuyer et on doit s'appuyer bien souvent pour commenter un texte de récit. Un dernier point sur la parole des personnages. Dans un extrait de roman, on peut entendre la voix des personnages, au discours direct par exemple, ou bien leur parole ou leur pensée peut être rapportée au discours indirect libre. Encore une fois, ce sont des notions que vous avez vues dans votre scolarité et qui sont très importantes, parce que quand on entend une histoire nous être racontée, eh bien entendre ou nous donner à imaginer la voix ou les pensées des personnages qui composent cette scène-là, eh bien c'est évidemment quelque chose d'important pour le roman. Alors vous voyez, c'est beaucoup d'éléments, mais c'est pas non plus une infinité de choses, et c'est en tout cas des éléments que vous avez déjà entendus en classe depuis que vous avez suivi des cours de français. Donc voilà, avec tous ces éléments-là, on a largement de quoi étudier une scène de roman ou de récit. Si maintenant le texte qu'on vous propose est un texte de théâtre, eh bien là encore quelques remarques de bon sens, on va dire, auxquelles ils font penser, absolument. Un texte de théâtre, c'est un texte pour un spectacle. Donc ce que vous avez à commenter, c'est pas seulement un texte, c'est le spectacle qui va donner lieu à la pièce de théâtre dont vous avez ici une partie seulement, le texte qui va être prononcé par les comédiens, plus quelques indications, celles qu'on appelle les didascalies. Mais il faut absolument avoir en tête à chaque moment de votre commentaire, pendant les 4 heures, au moment de la préparation, de la rédaction, etc., qu'il s'agit d'un spectacle que vous êtes en train de commenter et pas seulement un texte. Toujours prendre en compte les conséquences que ça a, c'est-à-dire qu'il y a des choix de mise en scène. Le texte suppose un certain nombre d'éléments de mise en scène, des possibilités aussi ouvertes auxquelles vous pouvez parler aussi. On pourrait faire ci, on pourrait faire ça, qui serait cohérent globalement avec le texte que vous avez sous les yeux. Bien sûr, il faut évoquer l'effet sur le spectateur. Ça va lui donner du plaisir, ça va lui permettre de s'évader, ça va être un moment émouvant, un moment drôle, un moment qui est plutôt surprenant, au contraire dérangeant, qui va faire réfléchir, qui va essayer de faire passer une idée. Enfin, c'est toujours un petit peu la même chose, hein, comme pour n'importe quel texte. Il faut s'intéresser absolument aux effets que cette scène va avoir sur le spectateur qui est dans la salle à écouter et à regarder les comédiens et la pièce se jouer. Il faut penser aussi à la distribution des répliques et des conséquences que ça peut avoir sur la répartition du pouvoir entre les personnages.
qui pose les questions, qui répond, qui parle plus, qui a des répliques très courtes, qui a au contraire des répliques très longues, quelles conséquences ça a sur l'interprétation un peu globale qu'on fait de cette scène. C'est toujours quelque chose d'intéressant que d'étudier la distribution des répliques. Quand c'est un monologue, c'est un monologue. C'est aussi évidemment quelque chose de très important. Un personnage qui parle seul sur la scène, eh bien, ça indique une ambiance particulière, un pacte de sincérité, puisqu'a priori il parle avec lui-même, tout seul. Ça a évidemment des conséquences. Bien sûr, il faut penser aux didascalies, c'est-à-dire tout type de didascalie, tout type d'indication qui est sur la page du texte, mais qui n'est pas une réplique prononcée par les comédiens. Et puis, bien sûr, vous avez des connaissances sur le théâtre. Vous savez ce que c'est qu'une tragédie, vous savez ce que c'est qu'une comédie, de manière plus ou moins précise, mais enfin, vous avez quand même des idées qui viennent de la fréquentation des pièces, bien sûr, de leur lecture, et puis aussi des cours que vous avez reçus cette année, bien sûr, et puis dans les années précédentes, depuis que vous êtes tout petit. Vous avez vu aussi des films de cinéma, vous avez vu des films à la télévision, et bien sûr que vous pouvez savoir à partir de cette expérience-là si une scène de théâtre qu'on vous présente est originale, est particulière, se place de toute manière à partir d'une tradition que vous connaissez, et on peut souvent utiliser par exemple l'opposition tragédie-comédie, mais il y a bien sûr d'autres éléments qu'on peut connaître sur le théâtre et qui peuvent nous faire interpréter d'une bonne façon une scène qu'on doit étudier. Donc vous voyez, ça c'est encore des éléments, il pourrait y en avoir d'autres naturellement, et je vous invite bien sûr à étudier tous les éléments qui sont dans vos cours et qui sont présentés sur le site aufonddelaclasse.com. Si votre texte maintenant est un texte de littérature d'idées, il va falloir réfléchir à l'argumentation d'une manière générale. Encore une fois, vous avez beaucoup de connaissances sur l'argumentation, dont vous parlez depuis que vous êtes tout petit à l'école, et en particulier depuis la classe de 3e. Alors, vous pouvez vous interroger, par exemple, sur les notions d'argumentation directe ou argumentation indirecte. Un texte se présente parfois comme argumentatif de manière claire et évidente. Il vous dit qu'il essaye de vous convaincre de telle idée qu'il vous présente de manière directe. Ou bien, il est plutôt en train d'utiliser une argumentation indirecte, c'est-à-dire que il ne vous donne pas sa thèse immédiatement, de manière directe, mais à travers autre chose, eh bien, il essaye de vous faire arriver à une idée et à vous convaincre de cette manière qui est indirecte. Vous pouvez relier ça à un certain nombre de genres littéraires. Il y a des genres littéraires que vous connaissez aussi, qui sont plutôt des genres d'argumentation directe, comme le discours qu'on prononce devant des gens, comme une préface, comme un essai, un traité, un article de presse qui se veut directement engagé. Ces indications-là, elles vous sont données en général dans le paratexte, comme on dit, c'est-à-dire dans le titre de l'ouvrage, par exemple, qui est indiqué à la fin, ou bien tout simplement dans la forme qu'a le texte. Et ça, vous n'aurez pas de mal à le comprendre, à le deviner et à l'utiliser. De la même façon, si c'est plutôt une argumentation indirecte. Et dans ce cas-là, c'est que ça passe par un récit, par exemple. Dans un récit, ça peut être une fable. Une fable, c'est une forme d'argumentation indirecte, puisqu'on vous raconte une histoire, plutôt que de vous lancer directement les arguments, la thèse défendue par l'auteur, etc. Vous pouvez penser aussi à un témoignage, à un roman engagé. Un roman qui, à travers une histoire, des personnages qui peuvent être réels ou fictifs, eh bien, essaye de vous convaincre de quelque chose. Un conte philosophique, pour ceux qui connaissent Voltaire et Candide, ou d'autres genres, comme la poésie engagée, le théâtre engagé, par exemple, ou bien un article de dictionnaire, ça peut arriver, qui en réalité cache des idées, un roman épistolaire, un récit de voyage, une lettre, que sais-je, n'importe quoi, qui ne se présente pas directement comme un texte argumentatif. Tout ça, c'est plutôt de l'argumentation indirecte, et ça, c'est un élément sur lequel vous allez vous appuyer pour monter votre commentaire. Vous pouvez aussi vous intéresser au type d'argumentation qui est utilisé. Est-ce que c'est de l'ironie? Est-ce que c'est de l'argumentation par l'absurde? Est-ce qu'on utilise des arguments d'autorité? Est-ce qu'on vous donne beaucoup d'informations pour vous convaincre? Est-ce que c'est une argumentation, autrement dit, rationnelle, qui cherche à vous faire une démonstration vous-même, ou à vous donner des éléments rationnels pour arriver à la conclusion? Ça, c'est un premier type d'argumentation. Et un deuxième type d'argumentation, eh bien, c'est l'émotion. C'est l'appel à la passion,
à l'empathie du lecteur. C'est bien souvent un argument qu'on utilise. C'est le pendant de l'argument rationnel, l'argument émotionnel. On cherche à créer du pathétique, ou à nous faire rire, ou en tout cas à nous toucher par l'émotion et à nous emmener vers une thèse, non pas par une argumentation démonstrative, par de la logique, mais par l'émotion. Voilà, ces idées-là, ce sont des idées que vous pouvez utiliser, bien sûr, pour commenter un texte quand il s'agit de littérature d'idées. Alors évoquons maintenant le dernier objet d'étude, celui dont on n'a pas encore parlé, la poésie. Alors là encore, vous voyez parfaitement que ça n'est pas la première fois en première que vous entendez parler de poésie. Loin de là. La poésie, on commence à en voir à l'école maternelle, à l'école élémentaire, et tout au long de sa scolarité, eh bien, on étudie des poèmes, on en lit. Et bien souvent, alors ça dépend un petit peu des âges, on aime la poésie, en particulier quand on est enfant. Alors, quand on doit faire un commentaire de texte d'un poème, d'un texte en tout cas qui se présente comme un poème, puisque sur votre devoir du bac, il sera inscrit qu'il appartient à l'objet d'étude, la poésie. Eh bien, il faut se rappeler que la poésie est souvent définie dans l'esprit des lecteurs par des questions de forme, c'est-à-dire en particulier par le vers. Et dans la tradition, eh bien, la versification, c'est-à-dire toutes les règles qui sont liées à l'écriture et à la lecture de la poésie, à savoir les vers, mais aussi les rimes, et tout un tas d'éléments peut-être un petit peu plus techniques que vous avez déjà rencontrés dans votre scolarité, eh bien, il y a quelque chose de très important. Et ça, évidemment, il faut le lier toujours à l'interprétation qu'on fait du texte. C'est-à-dire que si on a à évoquer deux mots qui riment l'un avec l'autre, par exemple, eh bien, il faut s'appuyer sur cette rime, si évidemment c'est pertinent, pour considérer le lien qui est fait de manière très forte, de manière très visuelle sur la feuille de papier entre deux mots, donc deux notions, deux idées, deux émotions qui vont être particulièrement mises en valeur par le texte. Et c'est la même chose sur la place des mots à l'intérieur du vers. S'ils sont à l'hémistiche, comme on dit, s'ils sont, comme je le disais, à la rime, ou encore s'il y a un rejet, un enjambement, tout cela, ça met en valeur des mots, ça crée un ordre des mots particulier qui met en valeur un certain nombre de notions, et ça évidemment, il va falloir le relier à la lecture, évidemment un peu plus globale, un peu plus émotionnelle, bien souvent quand on parle de poésie, que l'on fait du texte en question. Donc bien vous appuyer sur tous ces éléments que vous connaissez bien, qui permettent de mettre en valeur des mots ou de faire passer un certain nombre d'émotions. C'est vrai des rimes, des accents à l'intérieur d'un vers, des enjambements, des rejets, des contre-rejets, de ce genre de choses-là. Et c'est aussi vrai du jeu sur les sonorités, les allitérations, les assonances ou les jeux sonores très divers qu'on peut trouver dans un poème, et aussi des images, c'est-à-dire des comparaisons, des métaphores et de tous les procédés qui crée des images dans l'esprit de celui qui lit le poème. Tous ces éléments-là, vous les possédez des années précédentes et il n'y a évidemment aucune raison de ne pas vous en servir à l'heure de commenter un texte poétique pour le bac. Vous savez aussi sans doute, probablement de l'année de seconde, que s'est développée au XIXe siècle la poésie dite en prose. C'est-à-dire qu'on ne peut plus définir ce qui est poétique par la seule forme versifiée que peut avoir un texte. Et dans ce cas-là, évidemment, il faut chercher la poésie ailleurs. Et le problème de la définition de la poésie, on va en reparler dans un instant, est évidemment quelque chose de tout à fait intéressant dans ce cadre-là. On peut même ajouter que dans un commentaire de texte qui porte sur un poème, il faut, encore plus qu'ailleurs probablement, essayer de trouver tous les procédés qui font de ce texte quelque chose d'original. Parce que la poésie, on peut aussi la définir de cette manière-là, eh bien, c'est un certain droit illimité à l'innovation et à l'expérimentation dans l'usage des mots. Et c'est d'autant plus vrai que la poésie parle presque toujours de la même chose, finalement, de l'amour, de la mort, de la nature, de la fuite du temps, et que c'est bien par la forme, bien souvent, que le poète fait quelque chose de nouveau. Et donc la poésie, dans son histoire, a toujours eu à cœur de se renouveler. Si c'est pour faire la même chose que ce que faisait le prédécesseur, eh bien, en quelque sorte, on peut dire que c'est pas la peine de le faire.
Un mot rapidement sur les différents types de poésie qu'on peut trouver dans la tradition. Parce que, évidemment, un poème que vous cherchez à commenter, eh bien, se place forcément dans une certaine tradition pour en être assez proche ou pour s'en éloigner, au contraire, par originalité, par exemple. D'abord, il y a l'épopée. L'épopée consiste à chanter, pour un poème, les exploits des guerriers. C'est ce qu'on fait, par exemple, des poèmes comme l'Iliade ou l'Odyssée, qui chantent les exploits des héros de la guerre de Troie, ou les exploits d'Ulysse qui rentre chez lui après la guerre. Ce que vous connaissez bien du programme de troisième en général, c'est l'opposition qu'on fait bien souvent entre la poésie lyrique et la poésie engagée. La poésie lyrique, c'est la poésie qui est fondée sur l'expression des sentiments. Alors que d'un autre côté, la poésie engagée, elle, défend des idées politiques ou des idées philosophiques. Et enfin, je citerai un dernier sous-genre de la poésie qui est bien connu, en particulier des enfants, mais pas seulement, c'est la fable, qui est pour nous le modèle de poésie narrative, c'est-à-dire d'une poésie qui raconte une histoire pour faire en sorte que le lecteur arrive à une conclusion, la morale, comme on le dit, et les poètes, bien souvent, peuvent jouer sur cette tradition de la fable pour en faire quelque chose de plus original, par exemple, ou au contraire, pour écrire une fable traditionnelle. Et évidemment, si c'est un modèle que vous connaissez bien, eh bien ça vous aidera pour préparer ce commentaire. On peut penser aussi, pour la poésie, au registre, comme pour les autres objets d'étude, mais pour la poésie en particulier. On peut trouver un registre épique, un grand souffle, comme si on chantait les exploits des guerriers, comme dans l'Iliade, dans l'Odyssée. On peut voir du lyrisme, c'est-à-dire l'expression exacerbée, un peu hyperbolique des sentiments du jeu du poète qui parle, du pathétique, bien sûr, l'expression de sentiments de tristesse, de mélancolie, de ce genre de choses. Et puis bien sûr, il y a le problème de la définition du mot poésie. Parce que à partir du moment où la poésie n'est plus définie par les vers seulement, et qu'on peut faire de la poésie en prose, se pose le problème de la définition de la poésie. Parce que ce terme s'applique en réalité à des textes et des livres qui sont extrêmement différents, qui sont très variés dans leur forme comme pour leur fond. Et il est bien difficile de mettre à côté une fable de La Fontaine, par exemple, et un poème lyrique ou, disons, pathétique, pour le coup, d'un poète comme Victor Hugo. Quel rapport est-ce que ça a, à part le fait que ce soit écrit en vers? Mais alors, à partir du moment où il y a de la poésie qui est aussi en prose, alors ça veut dire quoi, poésie? Qu'est-ce qui fait qu'un texte est poétique à côté d'un autre qui serait pas poétique? Donc, cette question-là, elle est toujours intéressante quand on commente un texte qui est présenté comme une poésie. On peut dire par exemple que c'est plutôt une démarche pour l'écrivain et pour le lecteur de considérer qu'un texte est poétique. On porte une attention qui est particulière à ses œuvres plutôt que de définir la poésie comme le texte est poétique ou il n'est pas poétique, comme quelque chose qui serait déjà dans le texte en quelque sorte. C'est plutôt une façon de lire ou une façon d'écrire. On peut dire que appeler un texte poésie, le considérer comme poétique, c'est par exemple donner la priorité à la forme plutôt que sur le sens, à la beauté des mots, à la beauté des mots, c'est-à-dire de leur musicalité par exemple, de l'efficacité d'une formule, c'est-à-dire de la dimension artistique ou esthétique, c'est-à-dire de la beauté d'un texte plutôt que de son sens. On peut aussi bien sûr utiliser comme critère de définition l'expression de l'émotion, l'attention portée à l'émotion. Le problème de la définition de la poésie, c'est le même que celui de la définition de l'art, d'une œuvre d'art. Qu'est-ce qui est une œuvre d'art et qu'est-ce qui n'en est pas? Et se poser cette question, quand on a à commenter un texte poétique, c'est pas forcément y répondre de manière très simple et claire, parce que c'est une question qui est difficile, mais en tout cas, montrer sa réflexion sur ce qui est poétique dans le texte, le mettre en question, eh bien, c'est toujours une chose intéressante qu'on va faire quand on étudie une poésie. Voilà donc en quelques mots ce qu'on peut dire des objets d'étude, roman, théâtre, poésie, littérature d'idées, et donc de tous les éléments qu'il faut avoir à l'esprit quand on découvre un texte pour le commentaire. Maintenant, dans la dernière partie de l'épisode, on va parler de la méthode du commentaire à proprement parler, c'est-à-dire de ce qu'on doit faire dans le temps des 4 heures qu'on a pour rédiger ce commentaire de texte. Maintenant qu'on a dit tout ça, il va falloir s'attaquer au texte précis qu'on a
pour le commentaire de texte. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien, à partir de toutes les informations que je vous ai données à l'instant, on va commencer à étudier le texte de manière à la fois détaillée, c'est-à-dire aller dans l'analyse, et en même temps en ne cessant jamais de le regarder dans son ensemble, c'est-à-dire plutôt dans la synthèse. Et on va, comme cela, peu à peu, fabriquer ce qu'on appelle un plan. Un plan en plusieurs parties, 2 parties, 3 parties, comme dans une dissertation, avec dans chacune des parties des sous-parties. Et ces sous-parties, eh bien, une fois rédigées, vont devenir des paragraphes. Et il faut donc trouver un certain nombre d'idées forces qui vont nous permettre de monter un raisonnement global pour répondre à la question qu'on citait dès le départ. Qu'est-ce que c'est que faire un commentaire de texte? Eh bien, c'est expliquer ce qu'est ce texte, ce qu'il a d'intéressant, quels vont être ses effets sur n'importe quel lecteur, un lecteur moyen. Et donc, on va essayer de trouver, pour unifier notre devoir, une problématique, comme on dit. Cette problématique, elle va toujours avoir pour but de montrer quel est l'intérêt du texte. On va la poser sous forme de question pour se demander comment un texte, par exemple, ou en quoi ce texte propose au lecteur une réflexion sur je ne sais quoi. En quoi ce texte est poétique. Pourquoi on peut dire que ce texte n'est pas seulement une histoire sympathique, mais qu'il est aussi un texte argumentatif percutant. On va utiliser les notions qu'on a citées avant, les notions qui sont les notions clés de chacun des genres littéraires, poésie, roman, littérature d'idées et théâtre, pour construire une question qui va être la colonne vertébrale de notre devoir et à laquelle on va essayer de répondre par étapes, par la première partie, la deuxième partie et éventuellement la troisième partie. Et il faut que dans chacune de ces parties, eh bien, on ait des sous-parties qui soient finalement des paragraphes, c'est-à-dire qui soient formés autour d'une seule idée et une idée qui va être ensuite, prouvée, éprouvée, illustrée, démontrée par des analyses de détails du texte ou de sa composition générale. À partir de ce temps de préparation, on préparera une introduction, un plan aussi détaillé que possible avant la rédaction. Cette introduction, elle sera classique, c'est comme dans toutes les matières, comme pour une dissertation aussi. On présentera notre sujet, c'est-à-dire ici le texte, en disant son thème, ses principaux aspects formels, le genre, le type de texte, ses particularités éventuelles. On citera bien sûr l'auteur et l'œuvre, qu'on n'est pas du tout obligé de connaître, pour le coup, puisqu'il s'agit d'un texte inconnu. Si on a des éléments, on peut les utiliser, à condition que on puisse présenter, expliquer ce qui rend le texte original et intéressant pour aller vers la problématique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de justifier l'intérêt de la question que vous allez poser. Et donc, dans cette présentation du texte, on va essayer, autant que possible, de donner des éléments qui vont donner envie de lire la suite et de faire comprendre que votre problématique est intéressante. Et bien sûr, il est difficile d'avoir un discours général sur ce sujet, sans parler d'un texte précis. Donc, je vous invite encore une fois à aller regarder les exemples qui sont proposés sur le site, sur la page du site monprofdefrançais.com, la page consacrée aux commentaires de texte, où vous trouverez un certain nombre d'exemples qui pourront vous servir à condition de les lire et de les étudier avec la plus grande attention. Et puis, une fois qu'on aura mis en place le développement, une conclusion. Une conclusion, c'est toujours la même chose, c'est là pour conclure. Et donc, on reprend la problématique qu'on avait donnée dans l'introduction, et par une phrase ou 2 phrases, maximum 3 phrases qui soient synthétiques, eh bien on répond en pesant ces mots, en choisissant soigneusement les termes qu'on va utiliser, à la question qu'on a posée dans l'introduction. On peut éventuellement, à la suite de cette réponse, qui est vraiment le cœur de la conclusion, qui conclut, proposer un rapprochement avec un texte qu'on connaît, qui ressemble, en essayant d'expliquer pourquoi il est intéressant de parler d'un autre texte à partir de celui-là, naturellement, comme un rapprochement intéressant, comme une sorte d'ouverture, comme on le dit parfois. Mais j'insiste un peu, la conclusion, elle est là pour conclure, c'est-à-dire pour montrer les résultats de votre travail qui s'est déployé dans l'ensemble du développement. Et donc, si on fait pas de rapprochement, pas d'ouverture à la fin,
aucun problème, hein. La priorité, c'est bien de répondre de manière précise pour montrer, avec une certaine fierté, pourquoi pas, les résultats du travail de recherche qu'on a effectué pour répondre à la problématique qu'on avait indiquée en introduction. Voilà, j'espère que vous avez bien compris que le commentaire de texte, même s'il s'agit d'un texte inconnu, ça n'est pas du tout une épreuve qu'on peut improviser sur le moment, il faut absolument s'y préparer, et on peut même dire que si vous vous y préparez, eh bien, vous progresserez, vous réussirez, et vos efforts, et vos seuls efforts, en l'occurrence, seront récompensés. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous au sujet du commentaire de texte. Tout cela, vous pouvez le retrouver sur le site aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao. You lay there on the kitchen floor.